Bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience. My Marketing Experience est une agence de conseil et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Notre mission est de rendre accessibles les techniques marketing qui fonctionnent aujourd'hui sans attendre de devoir être une grande entreprise pour mettre cela en place. Avec My Marketing Podcast, on aborde des sujets autour du marketing et de l'entrepreneuriat, des sujets qui reviennent régulièrement dans les conversations que nous avons avec nos clients et nos prospects, dont un qui est particulièrement populaire et qui revient presque comme un buzzword, l'innovation. Dans le podcast d'aujourd'hui, pour parler de cela, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Marquet, fondateur de Monaco Fonderie. On peut dire que Fabrice est tombé dans la marmite de l'innovation dès son plus jeune âge. Titulaire d'un doctorat en ingénierie biomédicale, il travaille comme chercheur dans le domaine des medtech, des technologies médicales, pendant plus de 12 ans dans des laboratoires de renommée internationale, dont plus de 3 ans en tant que chercheur à l'Université de Columbia. Parallèlement, Fabrice s'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat, ce qui va l'amener en 2017 à prendre la tête de Monaco Tech, le start-up programme fondé par le gouvernement de Monaco et Xavier Niel, qu'on ne présente plus. Pendant près de 3 ans, Fabrice anime ce programme, aidant au quotidien les startups incubées et accélérées à se développer. Scientifique et spécialiste de la commercialisation des innovations, Fabrice lance début 2020 Monaco Fonderie avec son associé. Son objectif est résumé en une seule phrase sur son profil LinkedIn, créer et faire grandir des entreprises. L'innovation est-elle la chasse gardée des startups? Peut-on innover sans être une startup? Pourquoi certaines innovations percent et pas d'autres? Que faut-il pour réussir en tant qu'entrepreneur dans un secteur innovant? Avant de démarrer, je vous invite à soutenir notre chaîne My Marketing Podcast en vous abonnant et en laissant une note positive sur iTunes ou toute autre plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez ce podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aurais voulu commencer directement dans le feu de l'action et dans le sujet parce que lorsqu'on a discuté il y a quelques temps, je me souviens que tu as dit un truc très très intéressant. Tu as dit les startups, en vrai, ça ne devrait pas exister. Et j'aurais voulu que tu m'expliques et que tu expliques un petit peu aux personnes qui nous écoutent quel est le fond de ta pensée avec ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ok, bonjour à tous tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et ouais, super, on commence très fort. Ah, j'avais prévenu, hein. En fait, je pense que c'est un peu un miroir aussi avec mon parcours personnel. Moi, j'ai fait de l'universitaire, j'avais cette image aussi que les grands groupes, c'est eux qui apportaient de l'innovation, que ça venait des grosses institutions, etc. Et on se rend compte que finalement, au bout d'un moment, ces institutions sont trop gros et trop inertielles, voire trop bureaucratiques pour pouvoir innover. Voilà. Et d'un autre côté, moi-même, quand j'étais chercheur, j'ai l'impression que c'était à chaque fois que j'avais une idée, que quand je publiais un brevet, que j'étais le seul à avoir cette idée, que c'était vraiment ça qui était le différenciant. Alors qu'en fait, pas du tout. Toutes les idées qu'on a, je pense qu'elles ont déjà, quelqu'un d'autre sur Terre les a déjà eues. Toutes les idées de start-up, je pense que tous les départements R&D des grands groupes les ont déjà. Et juste, ils n'y vont pas parce qu'ils jugent soit que c'est trop risqué, soit ils n'ont pas l'agilité nécessaire pour pouvoir les développer en fait. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que les startups existent. Alors, on peut se dire que c'est dommage pour les grands groupes qui pourraient prendre un peu plus de risques, etc. Eux, généralement, l'approche qu'ils ont, c'est qu'ils préfèrent justement que les entrepreneurs se cassent les dents, qu'ils aient des risques, et quitte à racheter plus cher plus tard, vu qu'ils ont les moyens. Voilà. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, un entrepreneur peut apporter de l'innovation, peut créer, peut potentiellement faire développer quelque chose qui a énormément de valeur sur le long terme, alors que si on réfléchit encore une fois rationnellement, ça ne devrait pas exister. Alors aujourd'hui, si je comprends bien ce que tu expliques, ce que tu essayes de dire, c'est que finalement les startups ne devraient pas exister parce que ce serait aux grands groupes d'oser innover et d'oser prendre ce risque. Alors est-ce que tu imagines ou tu vois des choses se développer pour pallier ça, des startups qui seraient finalement à l'intérieur de grands groupes, ou est-ce que tu sens quand même qu'aujourd'hui il y a une autre voie que juste je crée une startup qui a peut-être vocation à se faire racheter par la suite? C'est pour un bien ou pour un mal, hein. Après ça, on pourra aussi en discuter d'ailleurs, où il y a des choses à mettre en place au sein de PME ou grandes entreprises pour innover. Oui, alors c'est avant tout une histoire de culture, je pense, et de volonté. Et c'est vrai qu'on est un peu malheureusement ou heureusement, dans tout ce qui est innovation, start-up, entrepreneuriat, on est clairement dans l'effet de mode. Parce qu'à la fois c'est attractif, parce qu'à la fois ça fait rêver, parce qu'à la fois, voilà.
Mais au final, même de la part de grands groupes, on le voit, je pense que si tu demandes à n'importe quel CEO de toute la Terre, de n'importe quel groupe, est-ce que tu as envie d'innover, ils vont tous te dire oui. Par contre, la proportion de ceux qui vont être capables de mettre en place ces programmes d'innovation, je pense qu'on est en dessous du pourcent, quoi. En dessous du pourcent. Ah ouais. Et qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est, encore une fois, je pense que l'innovation, c'est un processus itératif où personne n'a de boule de cristal, donc personne ne sait ce qui va marcher à l'avance. Et donc, du coup, c'est un processus qui est fondamentalement inefficace d'un point de vue économique. C'est qu'on va investir plein de choses en ne sachant pas, même encore une fois, en tant qu'entrepreneur, se lancer là-dedans, c'est un choix irrationnel. Non, mais c'est vrai. On va investir toutes ces économies, voire hypothéquer sa maison dans quelque chose dont on n'est pas sûr que ça va réussir. Encore une fois, il vaut mieux rester dans son travail bien établi, bien stable. Voilà. Et donc, du coup, pour en revenir à ton point sur les grands groupes, est-ce qu'ils peuvent innover, encore une fois, je pense que fondamentalement, c'est une vraie question de culture. Est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on veut juste se servir de l'innovation pour paraître moderne, comme outil de communication, ou est-ce qu'on est vraiment prêt à faire les efforts et les sacrifices nécessaires pour y arriver? Voilà. Est-ce qu'on est prêt? Moi, je le vois, on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec la crise sanitaire. Et c'est marrant comment en fait, quand les gens devraient prendre des risques, c'est là où ils se renferment le plus sur eux-mêmes. Nous, on est en rapport avec plein de grands groupes avec lesquels justement on essaye de travailler avec eux pour les faire innover. Et on se rend compte que le premier budget qui a été sabordé à cause de la crise sanitaire, c'est le budget d'innovation. Alors que justement, c'est quand tout va bien, quand ton business est stable, que tes rentrées d'argent sont pérennes, etc., tu n'as aucun incentive à innover. Voilà. C'est justement dans ce moment-là où tu sens que tu peux potentiellement tourner dans le rouge qu'il faut que tu te projettes vers l'avenir, qu'il faut que tu te remettes en question, qu'il faut que tu challenges ton modèle, etc. Donc aujourd'hui, plus que jamais, l'opportunité, elle est là. Le risque aussi que des business périclitent complètement et disparaissent, il est très fort. Mais toujours pareil, c'est une question de point de vue, quoi. Soit tu vois les problèmes, les risques, etc., soit tu vois les opportunités. Et je pense que c'est ça qui fait la différence culturellement. Et encore une fois, je pense qu'il faut aussi, c'est pas pour dire que l'innovation c'est nécessaire, il y a des grands groupes, encore une fois, qui peuvent ne pas innover du tout, et ça leur va très bien. Voilà, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Est-ce que tu penses qu'on peut durer sans innover? Non. Non, après c'est par phase, c'est comme tout dépend à quelle échelle de temps on regarde aussi. Qu'est-ce que durer? On parle de 5 ans, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, voilà, c'est toujours... je pense qu'il n'y a rien qui est éternel, parce qu'on est humain avant tout, donc voilà. Donc voilà, je pense que innover, je pense que ça devient nécessaire, c'est cyclique. Je pense que tu peux rentrer dans une phase où tu as trouvé un filon qui va te permettre sur les 10-15 prochaines années d'avoir un business que tu fais. À long terme, hein, quand même, 10-15, c'est déjà long, déjà long. Ça existe. Hein. Alors peut-être que les cycles se raccourcissent de plus en plus, mais on voit, voilà. Mais après, effectivement, je pense que, encore une fois, après, c'est ma façon de voir les choses. Moi, je pars du principe que le moment où tu arrêtes de te remettre en question, c'est le moment où tu commences à mourir, quoi. Voilà. Donc il y a quand même cette idée de se remettre en question, ouais. Alors sans cesse, est-ce que c'est nécessaire tous les jours de se remettre en question? Et alors moi, là, du coup, puisque tu parles de la remise en question, parce que c'est quelque chose que finalement qui est très difficile, comment on se remet en question? Est-ce qu'il doit y avoir un élément déclencheur? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur des garde-fous, des personnes qui vont dans ton entourage, alors professionnel proche ou même, je dirais, pourquoi pas personnel, te faire te poser des questions en tant qu'entrepreneur, dirigeant? Parce que finalement, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent innover. Alors là, je ne parle pas forcément de taille d'entreprise, mais est-ce que c'est vraiment de l'innovation? Parfois, on peut se poser la question. Des fois, c'est très galvaudé quand même. On est clairement dans la finale, c'est sûr. Hein, la start-up, c'est bien, l'innovation, c'est bien. On dit qu'on en fait, ça rapporte un peu de communication pas chère et on paraît moderne, mais on n'est pas vraiment, encore une fois, prêt à faire les efforts nécessaires et en fait, ne serait-ce qu'à se rendre compte de ce que ça implique, en fait. Encore une fois, se remettre en question, c'est pas forcément agréable. Il y a des gens qui n'aiment pas faire ça non plus. Investir une partie, investir que ce soit du temps, des ressources, de l'argent nécessaire pour que ça marche, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire non plus. Voilà, donc c'est une question. Ouais, moi j'avoue que c'est un peu cette hypocrisie parfois qui me dérange un peu, quoi. Voilà. Moi, c'est surtout ça. Encore une fois, moi, que tu me dises, j'ai un business qui tourne très bien, j'ai pas besoin d'innover, je reste dans mon schéma et dans mon sillon que j'ai tracé et j'ai besoin de personne, j'ai même pas de jugement de valeur à apporter. C'est cohérent. Voilà, c'est cohérent. Après, effectivement, pour moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vraiment faire ça ad vitam aeternam en tout cas, quoi. Non. Et alors,
moi, ce que je voulais voir, puisque tu collabores et tu as un parcours qui fait que tu as travaillé déjà avec beaucoup de startups et également des grands groupes, qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'on innove mieux dans certains environnements? Ou alors, quels sont les ingrédients réunis qui font, alors pas forcément qu'il y ait une bonne idée, mais que l'idée ne reste pas une idée surtout? C'est ça. Je pense qu'encore une fois, parce qu'une innovation qui est juste une idée, on est complètement d'accord, c'est une idée, quoi. Voilà, tout le monde en a tout le temps. Plein. Voilà, plein. Moi, j'en ai plein. C'est normal, j'espère. Hein. Mais l'idée, enfin, je pense, encore une fois, c'est se fixer sur une idée, enfin, sur un développement qu'on veut faire. Et encore une fois, je pense que c'est avant tout de réunir une bonne équipe. C'est vraiment ça, je pense que le vrai différenciant, c'est ça. Pouvoir choisir les personnes avec qui... Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, dans ma vie d'entrepreneur, le vrai luxe que j'ai, c'est que tous les jours, je n'interagis qu'avec des personnes que j'ai choisies. Et ça, je ne reviendrai jamais en arrière pour rien au monde. Et pourquoi tu as choisi ces personnes? Parce qu'on était alignés sur le plan des valeurs humaines, honnêtement. Ça peut paraître un peu guimauve, etc. Mais c'est avant tout ça. Animé par le même envie justement du changement et de la remise en question perpétuelle, de vouloir faire les choses pour les bonnes raisons. Et je pense que pour moi, le vrai différenciant, c'est de faire les choses sans se focaliser sur le résultat. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux aller un peu plus loin? Ouais, en fait, moi je pense profondément, avec mon cofondateur, c'est vraiment là-dessus qu'on est parti, c'est de se dire que si tu fais les choses en te souciant juste de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons et pas te soucier de faire le plus d'argent à court terme, c'est généralement comme ça que tu prends les bonnes décisions, c'est généralement comme ça que tu crées de la valeur et c'est in fine comme ça que personnellement tu en profites. Mais encore une fois, c'est une conséquence. C'est un peu comme la communication pour l'innovation. Si tu fais de l'innovation ou de la start-up ou juste pour être moderne et juste pour de la communication, bah, tu le fais mal, tu le fais pas bien. Si tu le fais en te disant, voilà, j'ai une vraie vision de changement, de remise en question, je veux remettre mon modèle, le changer, l'adapter aux tendances modernes, etc. Et ben, si tu arrives à faire ça bien, c'est sûr qu'au niveau communication et PR, tu auras quelque chose de super. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y ait tant de start-up ou d'innovation qui échouent? Tu penses que ça manque de sens, ça manque de vision, ça manque de motivation, ça manque de bonnes équipes? Qu'est-ce qui manque? Il y a un peu de tout en fait. Ça manque de chance peut-être? Oui, ben, encore une fois, je pense qu'on est dans cet effet de mode où déjà on fait miroiter ça, ça parle quand même à la jeunesse d'aujourd'hui par rapport à ses valeurs, hein, de liberté, etc., d'être son propre patron, enfin, c'est très attractif, hein, on va pas se mentir. Sur le papier en tout cas. Voilà. Après je pense que du coup, comme on vend ça un peu, comme on voit, c'est toujours l'entrepreneur de 25 ans en short qui code 2 heures pendant la nuit et qui devient millionnaire, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Mais c'est un peu l'image qu'on vend. Et du coup, je pense que ça attire pas mal de gens qui ne sont pas du tout faits pour ça, et qui ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Et du coup, ça, c'est sûr que ça contribue au taux d'échec assez fort. Après, il faut aussi se rendre compte que, encore une fois, c'est déjà super dur. Il y a plein de composantes à traiter en parallèle. Comme quoi, par exemple? Déjà, encore une fois, surtout sur un produit très technologique, très voilà, où généralement c'est développé par des chercheurs ou des médecins et du coup ces gens-là sont, je dis avec beaucoup de bienveillance parce que je viens de ce monde-là et que j'ai pensé comme ça aussi à un moment, c'est des personnes qui sont pas du tout faites pour gérer la partie business d'un développement, quoi, voilà. Donc il y a la partie technologique, il y a la partie commerciale, il y a la partie structuration, et tout ça c'est des choses qu'il faut gérer de front. Voilà. Et ils ne sont pas forcément préparés. Non, et en plus, encore une fois, c'est des choses qui sont très dures à faire de front. Généralement, on commence par l'angle technologique et on développe, et puis après on se rend compte qu'il faut structurer. Et finalement, où on ne trouve pas les bonnes personnes pour le faire, où on est prêt aussi ou pas à le faire. Hein, c'est que ça reste mon invention, je la partage à personne et je la développe tout seul. J'ai jamais pareil là-dessus. Et c'est là où en fait tout est un équilibre hyper instable et hyper fin à trouver. C'est qu'à la fois son capital, son equity, il faut vraiment, surtout au début, faire attention à pas trop le dilapider et le donner à n'importe qui. Mais en même temps, si tu fais pas rentrer les bonnes personnes quand tu les trouves et que tu les intéresses pas sur le retour à long terme de la création de ta boîte, tu n'arriveras à rien non plus. Voilà. Okay. Donc il y a tout ça qui fait que ça reste difficile, encore une fois. Hein. Si c'était si facile de monter une société, tout le monde le ferait. Voilà. C'est pas parce que tu anticipes un peu sur un des sujets que je voulais aborder avec toi, c'était que est-ce que tout le monde peut vraiment entreprendre? Est-ce que tout le monde a le bon profil? Et si
si je t'écoute et que finalement je me rends compte que j'ai pas forcément ces qualités dont tu parles, mais que j'ai par contre une super idée et que j'ai vraiment envie d'aller plus loin, qu'est-ce que je fais? En fait, toujours pareil, c'est que le profil d'entrepreneur, vraiment de personne qui va l'idée le projet, etc., c'est quelque chose de très particulier, mais tu n'es pas obligé de l'être. Encore une fois, généralement ce qui se passe, moi je le vois dans l'académique, les chercheurs qui en plus généralement sont titularisés, ils ont une situation très stable et qui leur va très bien, et c'est pas eux qui iront lâcher leur chaire etc., ou leur laboratoire pour aller développer une société. Et généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils s'associent avec un entrepreneur qui lui va prendre le risque. Eux ils vont être actionnaires encore une fois selon leur contribution, devenir directeur scientifique ou être au board, etc. Il y a plein de moyens de le faire en fait, encore une fois. D'accord, donc en fait il faut juste avoir peut-être l'humilité de se dire c'est pas pour moi, ou le recul en tout cas de dire c'est peut-être pas pour moi, je vais essayer de m'associer avec la bonne personne, complémentaire. Donc la notion de complémentarité est vraiment importante. Ah, complètement. C'est la complémentarité, c'est ce que tu as dit très juste, c'est l'humilité, et l'honnêteté avec soi-même en fait, ce qui n'est pas la même chose. Oui, non, on est d'accord. C'est juste se dire finalement, déjà, qu'est-ce que je veux en fait, tout bêtement. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Parce qu'effectivement, se lancer dans une boîte au début, vu que tu vas être 3 personnes dont le CEO à temps plein qui va faire l'équivalent de 15 postes dans une société normale, c'est sûr que ne serait-ce qu'en termes d'investissement de temps, c'est un vrai sacrifice. Enfin, voilà, faut pas mentir là-dessus. C'est pas fait pour tout le monde, rien qu'à cause de ça. Encore une fois, personne ne force les gens à monter une société non plus. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que comme tu le disais, aujourd'hui c'est vendu comme quelque chose de très cool. Alors qu'il y a quelques années encore, c'était beaucoup. Enfin, déjà start-up, c'était pas bien vu forcément. Mais là, il y a un potentiel de coolitude absolue. Et finalement, j'ai l'impression que tout le monde dit qu'il a une start-up du moment qu'il dépose ses statuts quelque part. Ah, j'ai CEO sur ma carte de visite. Les gens sur les networking toute la semaine. Ouais, bien sûr. C'est ça. Donc du coup, c'est une question que je vais essayer de poser parce que on me la pose souvent. Quelles sont les caractéristiques, à partir de quel moment on peut dire qu'une entreprise est une start-up et pas une PME ou pas... Moi, il y a une définition que j'aime bien, la start-up, après chacun a la sienne. C'est vrai que je ne suis même pas regardé dans le dictionnaire ce qu'est la définition officielle. Mais c'est vrai que moi je parle de start-up. Mais ta définition, ça me va très bien. En gros, c'est le modèle économique qui est encore approuvé. Voilà. D'accord. Et du coup, tu peux avoir des startups qui sont beaucoup plus grosses que des PME, mais qui ne sont pas des startups. Et à partir de quel moment, pour toi, on estime que le modèle économique il est prouvé? Quand tu es stabilisé, que... Est-ce qu'il faut être positif? Ouais, après ça reste assez vague, et c'est pour ça que finalement, c'est pas des choses assez binaires, quoi. C'est du coup... Parce que même, tu vois, avec quoi que je vais te donner comme définition, tu peux trouver un contre-exemple d'une société qui a été profitable et qui a repivoté, changé complètement son modèle économique, etc. Donc voilà, l'idée c'est de se dire que est-ce que tu vas être dans une phase où finalement tu vas pas privilégier en fait tes revenus ni tes profits, pas tes profits pardon, tu vas privilégier plutôt ta croissance quelle qu'elle soit, alors soit par des revenus, soit même par un modèle économique où tu n'as aucun revenu, quoi. En gros tu captes de l'utilisateur et c'est ça qui a de la valeur en fait. En fait tout dépend qu'est-ce que tu crées qui a de la valeur en fait, c'est ça. Est-ce que tu crées une machine à cash qui va créer des revenus de plus en plus gros? Est-ce que tu crées quelque chose où il y a une brique technologique propriétaire qu'une société va juste racheter ça parce que ça a de la valeur pour elle, elle va rien avoir à faire de savoir si tu as fait des revenus avec. Est-ce que tu vends une plateforme qui a capté une communauté d'utilisateurs, etc. Ça aussi qui a de la valeur. Qui se monétise en tout cas. Qui se monétise, bien sûr. Enfin, encore une fois, voilà, qui peut se monétiser dans le futur. C'est un peu, on prend toujours l'exemple de Facebook qui pendant des années n'a pas monétisé ses utilisateurs. Voilà. D'accord. Parce que de ce que je lis et un peu du sentiment que j'ai l'impression que certaines entreprises ont prouvé leur modèle économique, mais souhaitent continuer d'être perçues comme des startups. Oui. Là, on en repart à l'image. Oui, parce que justement, il y a cette image, et puis aussi parce que ça ouvre des portes pour certains financements, ça ouvre des portes pour... Là, pour moi, c'est le monde à l'envers, c'est l'aberration la plus naturelle. Nous, ce qu'on fait avec nos startups, justement, c'est tous les jours, on travaille avec elles pour qu'elles ne ressemblent plus à des startups, mais à des vraies sociétés. Parce qu'en fait, le but d'une startup, faut arrêter moi, j'avoue, ça m'énerve un peu, ce côté cool, branché, on va aller gratter des subventions publiques parce qu'on est une startup. Moi, ça te fait un peu bondir. Mais oui. Moi, au contraire, c'est une startup, elle doit se structurer pour ressembler à une vraie société, pour inspirer de la confiance et pour aller chercher des clients.
Enfin, encore une fois, on marche sur la tête. Quoi. Oui, parce que en fait, moi, on a récemment eu le cas chez My Marketing Experience de travailler avec une PME innovante, donc qui lançait un produit innovant, mais qui n'avait pas accès à certaines subventions à l'innovation parce qu'elle était une PME et qui le réservait aux startups, entre guillemets. Et c'est vrai que je me dis, on marche un peu sur la tête. Alors, c'est pas pour dénoncer un système, hein, c'est vraiment un échange libre. On se dit finalement, pour innover, il faut absolument se créer une structure qui est considérée comme une start-up, alors qu'il y a des PME en France et même probablement ailleurs en Europe, mais peut-être qu'ils ne sont pas concernés par cette problématique, qui voudraient innover, mais où les portes des aides à l'innovation se ferment parce qu'elles n'ont pas l'étiquette start-up. Oui, et là on est dans la communication politique avant tout. Hein. Enfin, est-ce que toi tu le perçois ou pas trop? À quoi? À mon niveau? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été confronté ou Non, parce que nous on ne va pas chercher ça en fait. D'accord. Enfin, nous on est dans un mode où les startups avec lesquelles on travaille, c'est purement privé, on cherche du financement privé. On bosse avec des entreprises privées et généralement à culture plutôt anglo-saxonne où ça marche pas. Donc du coup, ils sont pas forcément dans ce système. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à aller gratter des subventions, à rédiger des dossiers? Enfin, moi je comprends pas. Enfin, encore une fois, pour moi c'est de la perte de temps, quoi. Parce qu'encore une fois, le but c'est pas de perfuser une société avec du fonds public pour vivoter, quoi. Le but c'est de créer quelque chose qui a de la valeur. Alors effectivement, pendant un bout de temps, tu vas cramer du cash et tu vas devoir investir, etc. Ça c'est normal. Mais si tu n'arrives pas dès le début à convaincre un investisseur privé que tu as quelque chose, bah, ça ne sert à rien d'aller gratter des fonds pour survivre, quoi. Parce qu'encore une fois, ça ne va pas t'amener beaucoup plus loin, quoi. Voilà. Ça me fait penser, j'ai écouté une interview de Manuel Diaz Di Machina il y a quelques jours, où il disait une start-up, c'est jamais plus qu'une entreprise qui commence par être en faillite. J'ai trouvé ça, l'image assez juste et assez osée aussi, assez gonflée, mais finalement c'est vrai, c'est qu'elle commence sa vie comme ça et elle est sur un pari de je dois montrer qu'en fait je suis capable, faites-moi confiance, je suis capable de générer de la valeur. Et d'où, alors nous, la valeur c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur parce que on travaille beaucoup dessus. Et pour toi, c'est quoi vraiment créer de la valeur? J'avais dit qu'il y avait une question. Mais c'est très juste. En gros, moi je vois. Pour qui? Est-ce que c'est du cash? Est-ce que c'est de la valeur pour l'utilisateur final? La valeur, c'est quoi? La valeur, c'est que tu aides une entité, que ce soit une personne, une société ou quoi que ce soit, dans une tâche qu'elle cherche à accomplir. Voilà. C'est la définition peut-être la plus large possible. Voilà. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup. Je crois que c'est je chercherai la référence où je l'avais trouvé ce truc-là. Mais si tu regardes en fait l'idée de l'industrie de la musique, si tu es une société, en fait c'est pour ça que cette façon de voir pour moi elle est très pertinente parce qu'encore plus aujourd'hui où le changement technologique est en accélération constante, si tu bases ta société sur une technologie, tu es mort avant d'avoir commencé. Voilà. C'est pour ça que si tu comprends à qui tu t'adresses et quelles valeurs, c'est-à-dire comment tu les aides concrètement. Quel problème tu veux résoudre. Voilà. Et comment tu les aides concrètement dans une tâche qu'ils cherchent à accomplir. Voilà. C'est sûr qu'encore une fois, la musique, si tu es une société qui vend des CD, elle n'existe plus. Ça fait quelques temps même. Voilà. Et même si tu fais du MP3, etc. Voilà. Par contre, si tu comprends que depuis tout le temps, ce que les gens ont cherché à obtenir par écouter de la musique, à se connecter les uns aux autres de manière sociale, les émotions qu'ils ressentent, enfin voilà, on va pas faire tout un détail là-dessus. Finalement, ça, depuis la préhistoire, on tape avec des bouts de bois sur des cailloux, jusqu'à ce qu'on ait construit des instruments, jusqu'à la cassette, le CD, le MP3 en download et maintenant que du streaming, et ben ça n'a jamais changé. Voilà. Et le support technologique a juste été là. C'est un moyen. C'est un moyen, exactement. C'est exactement ça. C'est un moyen et le problème généralement, c'est que la plupart des entrepreneurs sont très focalisés sur la techno. Encore une fois, parce qu'ils sont très passionnés par le produit, ce qui est normal. Alors qu'au lieu d'être passionnés par la techno, ce qui n'est pas forcément un mal non plus, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'ils aient une vision très claire du problème qu'ils veulent résoudre et de ce qu'ils veulent apporter. Ou qu'ils s'associent avec une personne qui a cette vision. Ou qui s'associe. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser que l'entrepreneur, c'est lui qui doit avoir la vision. Oui, mais du coup, alors c'est pas lui forcément qui a le côté technologique. Voilà. Non, mais c'est quelque chose de. Encore une fois, on est sur de l'équilibre très instable, un peu schizophrénique presque. Et voilà, il faut toujours marcher sur la corde, quoi. Voilà, avec le côté technologique où forcément il faut développer un produit à un moment, mais en même temps il faut écouter les clients. Il faut savoir fermer les oreilles et pas écouter ce qu'on te dit pour foncer quand tu es sûr de toi, mais en même temps, à partir du moment où tu testes et tu mets ton produit sur le marché, il faut ouvrir grand les idées et quitte à jeter tout à la poubelle et recommencer à zéro. Donc, une fois, ce qui paraît hyper facile sur le papier quand on en parle comme ça, mais
encore une fois, quand c'est quelque chose dans lequel tu t'es émotionnellement investi, etc., c'est pas forcément facile. Non, c'est pas forcément facile. Et tu me fais une très bonne transition du coup, parce que tu parlais d'écouter les gens. Et je voulais savoir aujourd'hui de ta propre expérience et puis des entreprises, des startups que tu accompagnes, comment l'idée leur est venue en général? Comment est-ce que c'est un brevet qui traîne et on s'est dit on va voir ce qu'on peut en faire, ou est-ce que c'est plutôt parti d'un problème constaté et ils ont réfléchi à comment ils pouvaient adresser ce problème? Ou encore une autre piste? C'est un peu des deux. Alors c'est vrai que nous on travaille beaucoup avec des sociétés très technologiques, deep tech, enfin issues vraiment de la recherche académique, etc., beaucoup avec des chercheurs. Et que généralement pour eux c'est un peu des deux. C'est généralement des thématiques de recherche sur lesquelles ils ont travaillé et qui sont partis à la fois d'un problème et qu'ils ont commencé à découvrir des choses et qu'ils ont mis au point des choses, qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient adresser le problème, etc. Voilà, donc c'est quelque chose c'est un peu les deux, hein, je dirais. D'accord. Mais de ton expérience, puisque tu nous disais que tu as déposé des brevets, quand tu as donc mis au point ces brevets, je ne sais pas si on peut dire mettre au point d'ailleurs, quand tu les as publiés, est-ce que tu les as publiés parce que c'était une recherche orientée pour adresser un problème en particulier, ou c'est une découverte, Eureka, j'ai trouvé un truc, ça marche, et puis on pourrait l'utiliser pour ça? Du coup, là, je m'adresse à Fabrice, le chercheur. Non, pour être honnête, effectivement, de toute façon, la plupart des découvertes, elles sont un peu fortuites. Hein. Je pense que le travail du chercheur, c'est d'expliquer comment tu avais pensé depuis le début, que c'était exactement ce que tu voulais faire quand tu as découvert un peu par hasard. Quoi. Enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu de ça. J'avais raison, vous voyez, j'avais raison. Et oui, non, c'est vrai que généralement, moi je vois dans ma vie de chercheur, moi j'ai fait 3-4 labos différents, à chaque fois c'est toujours pareil, c'est que tu as une thématique générale, toi tu t'occupes d'une petite partie, et tu creuses là-dedans, et c'est vrai qu'il y a quand même, je ne vais pas mentir, il y a quand même une certaine déconnexion avec la problématique réelle, voilà. Et c'est vrai que c'est plutôt ce gap-là qui est difficile à faire, sachant qu'en plus on est dans des choses... moi je travaille dans le médical et tout, donc c'est des choses qui déjà quand tu veux développer qui coûtent déjà un bras d'entrée. C'est très long. C'est très long, ça je vois, en gros si je peux te donner un exemple là-dessus sur comment c'est long, en gros, moi j'ai rejoint, quand je suis parti donc j'ai bossé pendant 3 ans à Columbia entre 2009 et 2012, hein. J'ai publié 2 brevets là-bas, en 2010 et 2011, sur des travaux qui ont commencé en 2004. Hein. D'accord, effectivement. Et ces brevets-là, on les a licenciés de manière exclusive à une start-up qui s'est montée dans le Connecticut en 2018. Voilà. Et sachant que là, aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir encore à 3 ou 4 ans d'avoir un produit commercial sur le marché. Effectivement. Donc ça fait près de 15 ans en tout. C'est ça. Sachant que ta propriété intellectuelle, elle est valable 20 ans. Donc ça va tomber dans le domaine public. Et... Voilà. Donc là, ils ont un peu la course contre la montre, la boîte, pour essayer de sortir quelque chose. Donc les brevets vont être dans le domaine public en 2030. Donc voilà, ils ont en place. C'est très court finalement. C'est hyper court. C'est hyper court. Mais en même temps, moi, je bossais sur des dispositifs thérapeutiques pour soigner les gens. C'est pas que de l'imagerie, c'est des choses qui potentiellement peuvent causer plus de dégâts. Voilà, donc il y a une logique aussi dans tout ça, quoi. Dans la validation préclinique puis clinique. On comprend assez aisément pourquoi il faut être précautionneux, quoi. Oui, absolument. Voilà. Avec beaucoup de déontologie. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit entre toutes les mains. C'est ça. Et je ne ferai pas de parallèle avec ce qui s'est passé récemment. Absolument pas. Non, on n'est pas là pour polémiquer. D'accord. Et chacun comprendra ce qu'il veut. Du coup, merci d'avoir partagé cette expérience sur ton début de carrière, finalement, puisque on n'a pas parlé vraiment jusqu'à présent, mais toi, à la base, tu es issu du monde de la recherche. Oui. C'est un chercheur qui a mal tourné, comme je dis. Un chercheur qui a mal tourné. Ouais, je sais pas, je suis pas vraiment d'accord. Du point de vue académique, si, en tout cas. Ah, d'un point de vue académique, d'accord, c'est haute trahison. C'est alors. Ça, non. Et comment, qu'est-ce qui t'a fait, parce que pour moi c'est un pivot dans la vie, ouais, quand même, qu'est-ce qui t'a fait pivoter? En fait, j'étais pas fait pour la recherche depuis le début, je pense. D'accord. Parce que, alors pour le coup, là, on parle d'institutions bureaucratiques, inertielles et compliquées, voilà, c'est... On pourrait faire pourtant aux États-Unis, oui. Paraît-il, c'est moins pire qu'en France. Sans vouloir tirer sur la France. Hein. Non, mais il y a un vrai problème, c'est... on va pas... Non, il ne faut pas tirer sur la France parce qu'il y a des choses très très bien. Ne serait-ce qu'au niveau des moyens technologiques mis en place, sur la capacité des gens, les compétences des gens, plus les moyens techniques qu'on avait en France, c'était même mieux que ce que j'avais quand j'étais aux États-Unis. D'accord. Okay. Non, donc ça, il faut être clair là-dessus. C'est sûr qu'aux États-Unis, pour eux, le business, c'est un second langage, quoi. Alors que moi, c'est vrai que j'avais fait une éducation très à la française, très en silo. J'avais fait une école d'ingénieur, un doctorat.
parler de business, c'était limite un gros mot. Voilà, et c'est sûr qu'en débarquant aux États-Unis, où j'ai vu justement que les gens qui n'avaient pas fait d'études, ils comprenaient mieux le business que moi, je me suis dit que j'étais en train de passer à côté de quelque chose, quoi. Alors que pour moi, et pourtant pendant mon doctorat en France, j'ai contribué, enfin j'ai travaillé sur une boîte qui a été montée, qui a même réussi à faire une IPO après sur Euronext et tout. Et donc ce côté, en fait, moi j'aimais la science pour le côté, on va jusqu'au bout et on va aider la vie des gens réellement, quoi. On va impacter la vie des gens réellement. T'avais ce sentiment. Ouais, clairement. Et c'est pas pour dire du mal, mais c'est vrai que tu vois, je faisais pas de la physique quantique ou de l'astronomie, où c'était plus pour la beauté de la science. Et encore une fois, c'est très bien. La physique quantique aujourd'hui, ouais, à long terme, on peut envisager. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est exactement la différence pour moi entre recherche fondamentale et technologie. Ouais. Ta recherche fondamentale, elle est nécessaire parce que c'est ton investissement dans ta technologie dans 10 à 20 ans. Voilà. Mais c'est une approche pour moi complètement différente. Et toi, tu étais dans la recherche fondamentale, hein? Oui, mais sur un domaine très appliqué, donc du dispositif médical, où en gros notre but c'était de construire de nouveaux outils pour la médecine. D'accord. Voilà. Donc c'était en phase quand même amont où on testait, etc. Mais l'idée c'était d'aller jusqu'au développement clinique, etc. Voilà. Et donc à ce moment-là, donc là tu es encore en France, hein, si je comprends bien. Là je suis en France. Du coup l'univers entrepreneurial, t'en étais encore déconnecté? Mais à l'époque, je me rappelle, moi donc j'ai soutenu ma thèse en 2009. À l'époque au CNRS, tu disais que tu voulais faire une start-up, tu étais vu comme un suppôt du capital, quoi. Ah d'accord. Alors ça en était là, hein. Et ça a été assez rigolo en revenant en France après mon passage aux États-Unis où maintenant c'était l'effet de mode et le CNRS maintenant communique sur les startups, etc. Ah oui, carrément. Ouais. On sait toujours pas faire, mais on communique dessus, quoi. Voilà. Et du coup, aux États-Unis, là, tu as découvert, on va dire, un milieu beaucoup plus entrepreneurial. On pouvait être chercheur et c'était pas un gros mot, on n'était pas mal vu. C'est sûr. Si on parlait d'entrepreneuriat. Je caricature à fond en disant que les Américains, ça reste des cow-boys dans leur tête, mais c'est un peu ça, quoi. Pas si loin. C'est pas si loin que ça. C'est vrai que de vivre là-bas, tu comprends pas mal de choses par rapport à leur culture. Après, je ne fais pas l'apologie de leur système parce qu'il y a plein de choses que je trouve beaucoup mieux ici. Oui, on peut reconnaître aussi des qualités. Pour moi, c'est le négatif de la culture française, à tous les points de vue. Sur l'approche du monde du travail, l'approche entrepreneuriale, sur même les relations sociales, c'est l'opposé de la France. Donc, c'est forcément enrichissant de se dire, voilà. Moi, j'ai découvert que des choses que je prenais pour acquises n'étaient pas forcément, ne serait-ce que l'éducation et la santé. Ne serait-ce que l'éducation et la santé. D'accord. Ben, pour nous, c'est normal que ce soit gratuit, c'est normal que voilà. Et là-bas, pas du tout. Non, et du coup, je trouve que c'est bien de pouvoir expérimenter ça pour en revenir et être content de ce qu'on a. Oui, ça fait relativiser, c'est certain. Voilà. Et du coup, le switch, il s'est passé quand? Le switch. Je ne dis pas qu'un jour tu t'es réveillé en te disant. Non, ça a été très progressif. Ça a été, je pense, une vraie volonté profonde que j'ai toujours eue de se dire, voilà, enfin, finalement, moi, c'est ça, ce côté, je veux travailler avec mon équipe, mes personnes, avec les gens que j'ai choisis sur un projet, avoir in fine de l'impact. Et après, c'est les opportunités de la vie aussi. Voilà. C'est vrai que partir aux États-Unis, c'en était une. Moi j'ai eu la chance justement, c'était l'époque où tout ce qui était cours en ligne, ça commençait à se démocratiser, donc moi je pense que la plus grosse valeur ajoutée que j'ai eu de faire un doctorat, c'est d'apprendre que je pouvais, de réaliser que je pouvais apprendre par moi-même. C'est un peu dur d'être arrivé jusque là pour réaliser ça, mais voilà. Non, après, tu as sûrement appris beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Oui. Mais du coup voilà, j'ai fait ça. À Columbia, j'avais accès à pas mal de ressources extracurriculaires. Je me suis inscrit au club de conseil là-bas pour développer ce côté-là. J'ai eu par mes travaux aussi l'opportunité de publier ces brevets avec une volonté, encore une fois, de les transformer en produits finis. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant de se dire j'ai publié un brevet mais je ne sais pas ce qui va devenir? Si, c'est sûr. Parce que c'est ton bébé quand même. Oui et non, parce qu'en fait... c'est une équipe, j'imagine. Voilà, aussi, c'est là où je pense que ça te fait beaucoup relativiser l'importance d'une personne. C'est que c'est des projets sur 20 ans, où la première personne qui commence, c'est pas la personne qui finit. Et du coup, voilà, ça a été ça un peu toute ma vie de chercheur. Mais en même temps, encore une fois, il n'y a pas le choix que ce soit autrement, quoi. Non, mais voilà. Peut-être que ça peut te donner envie de se dire j'aimerais bien être au début d'un projet, à sa croissance. Ouais. On va pas dire à sa fin, hein, mais... En fait, c'était ça quand je suis revenu après, du coup, en France. Je suis revenu à Bordeaux, du coup, dans un des IHU. Et l'idée, c'était vraiment de développer ma boîte. Voilà. Mais ça a été long, compliqué. Ça a été à la fois une super expérience. Mais c'est vrai que l'écosystème tel quel, gravitant autour des universités et avec même les universitaires, c'est pas fait pour le transfert industriel, quoi. D'accord. Voilà. Ça reste.
Donc, qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience? Est-ce que c'est une expérience enrichissante? Est-ce que c'est de ce que je comprends, c'est plus un échec, on va dire, ou une demi-réussite, du moins pas comme tu l'entendrais? Non, parce qu'en fait, moi à l'époque, je me posais pas vraiment les questions. Enfin, je me formulais pas trop le problème de cette façon-là. Et c'est vrai que j'avais suivi cette voie académique où finalement, ce qui était logique pour moi, c'était de continuer de faire de la recherche, espérer ou trouver un poste de professeur ou à l'étranger ou de rentrer au CNRS ou à l'INSERM en France, etc. Ah oui, très très loin de ce que tu veux. Ah oui, complètement, complètement. Ben, en fait, encore une fois, moi j'ai suivi un peu cette voie par passion, en pensant que c'est par là que ça me correspondait, tu vois, et ben, j'avais connu que ça, quoi. Donc c'est sûr que je me voyais, enfin, naturellement, on va dire, la voie était plus. On va dire, tu gravitais dans un monde où, on va dire, les chercheurs, c'était plutôt la voie à suivre. Oui. Et alors, sachant qu'aussi, moi j'avais une famille, j'ai une vie, et tu vois, avoir un peu de stabilité, etc., c'est pas quelque chose de désagréable non plus, quoi, de savoir où me rapprocher dans le futur, etc. Et puis tu aimais ce que tu faisais aussi. J'aimais ce que je faisais, ouais, en fait, à moitié. Mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, un chercheur, il passe la moitié de ton sang à écrire des demandes de subventions, et c'est comme ça, donc c'est du temps, enfin, pour moi, du temps perdu, quoi. Ok, donc le côté administratif, quand même, tu le rejettes. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. J'avais bien perçu de la discussion. Non, voilà, et c'est vrai, et moi, là on va peut-être rentrer dans quelque chose d'un peu plus polémique, mais moi j'ai même passé des concours pour aller au CNRS et l'INSERM, et j'ai compris là que c'était pas pour moi, quoi. Que c'était pas pour toi. Ah, ouais. Mais il vaut mieux le comprendre tôt que tard. Oui, bien sûr. Ah oui, non, mais. Et encore une fois, c'est pas pour dire que ceux qui le font, ils sont bêtes, ils n'ont pas compris. Hein. C'est pas pour toi. Voilà. Et donc, après Bordeaux, tu arrives à Monaco? Ouais. Ok. Alors, donc chez Monaco Tech, qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Puisque là, ça a été vraiment, je dirais, ta véritable expérience d'immersion entourée de startups. Ouais. Tu as quand même pris en charge le programme, tu étais tous les jours avec plusieurs startups, à les accompagner. Alors, c'est pas toi qui les recrutais, justement, Oui, enfin. Du moins, tu avais ton avis, mais il y avait non, on avait un jeu indépendant, justement, pour dire que c'était pas moi qui faisais rentrer mes potes, quoi. Mais non, ce qui était bien. Oui, je pense que là-dessus, je pense que ce que j'ai vraiment hérité de mon côté chercheur, c'est cette notion de conflit d'intérêts et justement de séparer un peu les prérogatives et les pouvoirs et les chaînes de décision. Voilà. Moi, j'aime bien quand les choses soient claires, sans zone grise, etc. Non, mais ça montre une grande indépendance sur tu arrives à être très objectif sur des choix. Du moins, le plus objectif possible. Voilà. C'est sûr que l'objectivité totale n'existe pas, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, ça a duré combien de temps? 2 ans à peu près, hein, quand même. À Monaco Tech? Oui. Ouais, quasiment 2 ans et demi. Ouais. Ah bah, pas plus que ce que je pensais. Même plus, un peu plus. Non, je dis une bêtise. Officiellement, j'ai commencé en avril 2017 et je suis resté jusqu'à décembre de l'année dernière. D'accord, donc finalement, oui. Quasiment 3 ans parce que j'ai un peu bossé en amont pour préparer voilà. Si peu. Et alors, donc tu te retrouves toute la journée, même souvent, je pense, tard le soir, entouré de startups. Qu'est-ce que tu retiens? Alors moi, ce que je voudrais que tu me dises, c'est est-ce que tu arrives à avoir ce qui faisait que certaines s'en sortaient mieux d'autres, parce que comme toujours, hein, sur le lot, même s'il y a toute la bonne volonté du monde, il y en a forcément qui vont sortir du lot et d'autres moins bien réussir. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que certaines décollent ou marchent mieux et puis d'autres ont plus de mal? Est-ce que c'est forcément des choix de techno? Est-ce que c'est forcément il y a des équipes? Est-ce que c'est il y a un peu de tout. En fait, encore une fois, moi je dis vraiment, pour moi, il faut 3 choses pour qu'une startup ne soit plus une startup et devienne une société qui marche. Il faut avant tout que tu aies un produit ou des services désirables. On revient à la notion de valeur dont on parlait, etc. Ça, c'est la première chose qu'il faut valider. Après, il y a toute une partie, on va dire, de faisabilité. Quelles sont les activités que tu vas faire? Quels sont les partenaires à clé que tu vas nouer? Qu'est-ce que tu vas outsourcer? Qu'est-ce que tu vas faire toi-même? Voilà, donc ça, c'est pas non plus évident que ça marche et que tu puisses trouver une solution à ce problème de faisabilité. Et in fine, il y a un problème de viabilité. Est-ce que tu peux avoir une structure de revenus qui sera supérieure à ta structure de coût à un moment? Voilà. Donc ces 3 choses-là, encore une fois, c'est 3 choses que personne ne peut savoir à l'avance si elles vont être là. C'est une démarche qui est fondamentalement empirique. Mais on peut se rendre compte qu'il y a des problèmes et donc faire des pivots. Et est-ce que tu as toujours le sentiment que pivoter, c'est quand même renoncer, hein, pivoter, ça peut être très compliqué pour certaines personnes parce que ça s'éloigne un peu de l'idée de départ.
Est-ce que tu as déjà pu constater des réticences au pivot? Oui, dans ce sens-là, oui, parce qu'effectivement, tu as l'attachement à l'idée première, l'attachement à dire que c'est moi qui ai raison, les gens qui ne comprennent pas, etc. Pour moi, le pivot, il ne faut pas du tout voir ça comme un échec, parce que l'alternative, c'est mourir. Donc, pour moi, au contraire, pivoter, c'est un succès. Mais même, moi, j'ai envie de te dire, te lancer dans une société et in fine, au bout de 6 mois, 12 mois ou 18 mois, te dire, j'ai tout essayé, j'ai tout pivoté, ça ne marchera jamais, je mets la clé sous la porte et je vais faire autre chose, pour moi, ça, c'est un succès. C'est pas un échec. D'accord. Pour moi, la définition d'un échec, c'est continuer à taper la tête contre le mur alors que le mur ne bougera pas. Ça, c'est un échec. Donc, c'est ne pas changer d'avis finalement, ne pas essayer de s'adapter, ne persister dans une voie. Persister dans quelque chose qui ne marchera pas. Ouais, ça, pour moi, c'est la définition même de l'échec. C'est la définition de l'échec. Ok. Bah, c'est intéressant, merci beaucoup. Parce que je pense qu'on en croise quand même pas mal des entreprises qui sont dans ce cas-là, qui persistent dans une voie sans issue. Et alors, aujourd'hui, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner? Alors, soit j'écoute et je suis dirigeant, et quelles questions tu voudrais qu'ils se posent pour être sûr de ne pas être dans cette voie? Parce qu'il y en a, ils sont dans cette voie, mais ne s'en rendent pas forcément compte. Bien sûr. Parce que ça va au ralenti, c'est pas forcément un choix. Oui, puis on reste dans un chemin qui est... Voilà. En fait, moi, finalement, on a toujours fait comme ça. Exactement. Il y a quelque chose qui me fascine. Je sais pas à quel niveau, j'ai pas la recette miracle malheureusement pour ça, mais c'est de se voir comment la plupart des gens préfèrent échouer en suivant un chemin qu'ils connaissent que potentiellement réussir en prenant un chemin qu'ils ne connaissent pas. Et donc là, je pense qu'on va après les peurs, le confort, tout ça. Enfin, qu'est-ce qui fait que les gens restent dans une situation qui leur déplaît? Je ne sais pas. Moi, je t'avouerais que même moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit c'est super courageux ce que tu as fait, etc., de quitter ton boulot pour te lancer, alors que 6 mois après, j'ai toujours pas de salaire. Oui, mais en même temps... Probablement qu'on n'a pas tous, on n'est pas tous la même tolérance au risque, déjà. Oui, mais les gens qui te disent ça, ils sont extrêmement malheureux dans ce qu'ils font. Tu vois, et voilà. Alors après, oui, je comprends, il y en a qui te disent oui, moi j'ai ma pension pour les gosses à payer, il faut que je garde voilà, oui, moi j'ai jamais fait de crédit de ma vie et je suis pas divorcé, donc j'ai cette vie. Pour moi, c'est ça la liberté, quoi. C'est de se dire, finalement, aujourd'hui, moi j'ai pas un train de vie, on est plutôt des gens simples avec ma femme, on vit normalement, on a un peu d'argent de côté. Alors, ma femme va bondir si elle écoute ça, mais le but c'est pas que je crape toutes nos économies. Mais voilà, j'espère qu'elle écoutera. on a de quoi tenir, donc voilà, moi c'est pour ça que ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, de dire si moi aujourd'hui je me dis il faut vraiment que je garde des contrats, etc., mais je vais transformer mon idée, enfin notre idée et notre business model en un business model de sensu, quoi. Et moi c'est pas du tout ce que j'ai envie, quoi. Donc si je résume ce que tu dis, finalement, innover et ne pas aller dans la mauvaise direction, puisque tu disais il y a des gens qui préfèrent échouer sur une voie qu'ils connaissent plutôt que réussir sur une voie qu'ils connaissent pas. C'est finalement ne pas avoir trop peur de l'inconnu, ne pas avoir peur de perdre, en fait. Mais c'est ça. Mais je pense que ça reste... Au moins temporairement, d'ailleurs. Mais je pense que ça reste une fraction vraiment faible de la population. Je pense qu'il y a 95% de gens, là je te sors une statistique sortie de nulle part, mais... Oui, mais tu dois pas être très loin de la vérité. Qui préfèrent suivre, etc., et que des personnes qui sont capables d'aller affronter les risques et de prendre les risques, etc., c'est pas grand monde, quoi. Mais là, on doit, je pense, toucher un peu à quelque chose de culturel, c'est que l'échec n'est pas ultra valorisé par chez nous. Oui, mais même dans les cultures qui valorisent plus l'échec, comme la culture américaine, etc., je ne pense pas qu'en termes de proportion, on doit avoir beaucoup, peut-être un peu plus, mais après, je pense que c'est humain, c'est qu'en fait, on a tous besoin de stabilité, de se rassurer, de se raccrocher. Moi, je vois, justement, moi, je prends beaucoup de risques dans ma vie professionnelle, aujourd'hui en tout cas. J'en prends aucun dans ma vie familiale personnelle. Moi, justement, j'ai pas une tête brûlée pour autant. Ah non, je pense que j'ai la vie personnelle la plus boring, la plus ennuyeuse, la moins drama possible. C'est que, mais j'ai besoin de ça, quoi. Justement, j'ai besoin de ça qui me raccroche. Moi, quand je rentre chez moi, j'ai mon fils, ma femme, et voilà, j'ai besoin. Genre une vie normale. Voilà, complètement. Mais voilà, et du coup, ça me permet à côté de plus m'éclater et de faire un peu plus. Prendre un peu plus de risques. Alors du coup, si tu es à l'aise avec le côté personnel, alors je te rassure, on va pas aller trop personnel, l'entourage, parce qu'on voit toujours l'entrepreneur comme quelqu'un d'assez solitaire, et je parle pas de l'entourage professionnel, je parle vraiment de l'entourage personnel, parce que en fait c'est hyper important d'être soutenu à peu près, le plus possible. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment tout seul, que pour réussir, on réussit tout seul Non, ça c'est la plus grosse bêtise. Pour moi, après, voilà, tout dépend ce que tu veux faire. Mais je pense qu'après, c'est une question de mentalité. Mais moi, j'avoue que quand je vois un problème ou quelque chose à faire, la première réaction que j'ai, c'est plutôt qui je vais pouvoir ou embaucher ou avec qui je peux m'associer pour résoudre ce problème à ma place, quoi, et pas le faire moi-même. Ou consulter des gens. Voilà, consulter. Mais en fait, moi, je vois aujourd'hui,
on a commencé il y a 6 mois et au bout de 3 mois, on était déjà 5 ou 6 associés, quoi. Parce qu'en fait, encore une fois, moi, jamais de la vie, je penserais que je peux faire ce que je fais aujourd'hui tout seul. C'est pas du tout le but. Parce que c'est vrai que moi j'entends souvent, et c'est une idée contre laquelle je lutte énormément, chez alors je parle plutôt de porteurs de projets plus que des personnes qui ont déjà des sociétés qui sont sorties de terre et qui ont des clients. Mais souvent des gens, quand ils ont une idée, ils ont tellement peur de se la faire voler qu'ils disent alors vous me signez des NDA. Moi je peux, il n'y a pas de problème, et on est plusieurs à le faire. Mais l'idée de dire je me tais jusqu'à ce que ce soit validé, certifié, tamponné et que j'ai mon... Donc ils n'arriveront jamais nulle part, ces gens-là. Vraiment, hein, c'est sûr. Et encore une fois, même, moi je le vois même dans ce qu'on fait. Hein. Après, on va pas parler de ce qu'on fait exactement, mais nous aujourd'hui, notre but c'est de devenir associé de sociétés et de travailler avec elles sur le long terme. En fait, c'est vraiment ça notre modèle. Et tu le vois tout de suite en fait. Ceux à qui ça parle, ceux qui se disent mais jamais je pourrais avoir accès à ces gens-là et jamais je pourrais les payer. Donc finalement, de m'associer avec eux, je réfléchis même pas et ça se fait en 2 semaines. Et tu vois ceux qui disent ah mon capital, il faut que je lève des fonds, je sais pas, gna. Moi, genre, 100% de zéro, ça fait toujours zéro, quoi. Voilà. Donc, encore une fois, l'arbitrage, il est compliqué parce que moi, le premier conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est fais attention avec ton equity, le dilapide pas non plus. Voilà. Par contre, si tu trouves les bonnes personnes, et encore une fois, pas dit forcément nous, hein, mais si tu trouves les bonnes personnes pour ton projet, bah justement, intéresse-les. Voilà. Mais le simple fait d'en parler, moi je pense d'une manière générale, après, il faut... sans aller écrire sur les toits, mais c'est quand même hyper dangereux de même... De quoi, d'en parler, tu veux dire? De ne jamais en parler. Bien sûr. Après, là, il faut voir aussi du cas par cas. C'est sûr que sur quelque chose de très technologique, de très propriétaire, où tu vas déposer des brevets qui ne sont pas faits, etc., où tu peux, si tu en parles à quelqu'un qui pique l'idée, etc., ça, il ne faut pas être naïf non plus. Ça existe. Mais c'est vrai que tu peux arriver à un niveau de présentation non confidentiel pour expliquer ton projet. Le problème est... Voilà. Mais toutes les innovations ne sont pas fondées sur des brevets. Non, mais oui, c'est ça. Nous, je le vois, là aujourd'hui, on travaille avec une société drug discovery en pharma, etc. C'est sûr que là aujourd'hui, à chaque fois qu'on réfléchit vraiment à 2 fois avant de savoir ce qu'on dit sur ce projet-là, quoi. Voilà. C'est sensible. Oui, parce qu'on est convaincu en plus du potentiel. Voilà, encore une fois, c'est un niveau où on ne sait pas encore si ça va marcher, mais c'est sûr. Nous, on est convaincus que si, mais il y a encore du travail à faire, ça c'est sûr. Et par contre, si ça marche, ça a énormément de potentiel. Donc voilà, ça serait un peu bête de se tirer une balle dans le pied avant de commencer, quoi. Voilà. Donc ça, il faut quand même. Tu vois, le discours, on parle de tout sans faire attention. Enfin voilà, il y a un équilibre. Voilà. Il y a un équilibre. Voilà. Mais par contre, si ces personnes n'osent même pas vous en parler à vous. Bah oui, on va jamais travailler avec eux, quoi. Voilà. Absolument, ça paraît compliqué. Non, c'est sûr. Donc en fait, c'est ça, c'est trouver. Moi, je pense que quel que soit ton projet, tu peux faire une petite présentation, un petit pitch deck pour expliquer ton idée, ce que tu fais, un truc où tu es confortable. Et au contraire, à la limite, tu vois, parce que d'en parler comme ça, de ne pas te dire le nom de la société, de ne pas dire qui tu es, à la limite, là, tu ouvres la porte à ce qu'on te la pique et qu'on ne dise même pas que c'est à toi. Alors que si tu envoies un truc avec ton logo, ton machin, c'est propriétaire et que voilà. Oui, ça, on peut pas. Voilà. Alors, moi, j'avais une dernière question. Après, j'aimerais bien t'en poser d'autres, mais on va dire plus conclusion. On nous pose souvent la question j'ai besoin d'aller chercher des investisseurs. Je sais que vous êtes dans l'equity, mais il y a des entreprises qui cherchent des investisseurs ou un associé. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil sur comment t'y prendre pour donner envie à quelqu'un de mettre de l'argent dans une société et de te faire confiance? En fait, c'est ça. C'est tout ce que tu peux faire pour donner confiance. Donc, si tu es tout seul dans ton coin avec une idée, pourquoi est-ce que je mettrais de l'argent sur toi, quoi? Voilà. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est mine de rien, parce qu'on voit justement un peu l'effet pervers de ça, où tu as beaucoup de sociétés où c'est un peu du bullshit, mais ils savent bien présenter et du coup ils sont financés avec leur carrière derrière. Si tu as une vraie idée, mets les moyens de faire une vraie présentation, un site web qui a de la qui ressemble à quelque chose. Ça va pas te coûter grand chose, mais pour moi c'est le minimum nécessaire d'investir là-dedans. Et je mets quoi sur mon site web? Je vais essayer d'être un peu plus précise. Qu'est-ce que toi tu conseilles? Pas le wording, mais quelles idées principales? Parler un peu du produit, du problème, de la vision de la société. Voilà, c'est quelque chose de. Et pareil pour la présentation, c'est en gros, c'est quoi ton business? Si tu n'arrives pas sur le premier slide à dire en une phrase c'est quoi ton business et dans lequel tu es. Donc ta proposition de valeur, globalement, qu'est-ce que tu proposes de résoudre? Ça, c'est hyper important. C'est le premier travail à faire. Premier travail, c'est ça. Quelle valeur tu vas créer et après, comment tu vas la créer, j'imagine. C'est ça. Expliquer. Nous, on part aussi du principe que l'équipe, c'est le cœur.
Donc du coup, c'est commencer à t'entourer de bonnes personnes, essayer de trouver un peu des advisors qui vont pas juste être là pour faire du name dropping, mais des gens qui vont vraiment s'impliquer dans le projet. Donc du coup, faut leur donner quelque part dans ta société pour qu'ils aient envie de le faire. Ça, c'est important. Parce que du coup, encore une fois, c'est pas... L'investisseur, il va se dire, bon, voilà, c'est pas une start-up où quelqu'un il a eu une idée, qui est tout seul dans son garage, il y a une vraie équipe, il y a ces gens sérieux qui ont réussi à s'intéresser au problème, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Après, il faut parler du problème, de quelle solution on apporte, en quoi ce qu'on fait est unique, d'une manière ou d'une autre. Et après, détailler un peu le modèle économique. Voilà, c'est assez classique finalement. Est-ce qu'il faut avoir prouvé ou consulté forcément des utilisateurs ou des clients qui... Tout est mieux quoi. Enfin, toujours pareil, c'est que si tu as déjà du temps, plus tu as du tangible. En fait, ce que je dis souvent aux entrepreneurs avec qui on travaille, justement quand on fait leur deck, c'est essaye, ce qui est très dur à faire, de prendre du recul, de te mettre de la perspective de quelqu'un qui découvre ton deck, enfin, ta présentation pour la première fois, et challenge tout. Si tu dis un truc, ok, pourquoi? Quelles sont les preuves? Donc ça, donc, typiquement, c'est si tu dis qu'il y a un problème, va te chercher des articles tout bêtement qui montrent que c'est un vrai problème. Des données quoi. Ouais, des données, voilà. Si tu parles de marché, va voir si tu as des données du marché. Si tu as des sociétés dans ton domaine qui ont levé des fonds et qui ont levé des gros montants, ça montre qu'il y a un intérêt. Enfin voilà, c'est des choses assez basiques. Si bien entendu sur la partie connaissance de tes segments clients, tu as des données aussi que tu as fait par survey, par questionnaire, ou par retour d'expérience, etc. Oui, mets-les, c'est bien. Si tu as déjà des revenus, tu les mets. Enfin, toujours pareil. Enfin, c'est tout ce qui est tangible. Il faut, encore une fois, il y a beaucoup de decks qui sont très bien, mais tu sens que derrière, c'est creux. C'est creux. Et après, comment on va chercher les gens? Là, je voudrais juste donner des petits outils. Ouais, bien sûr. Sur comment trouver les financements une fois que tu as tout ça. Comment trouver les bonnes personnes. Les gens même, qu'est-ce que je fais? Je vais taper à la porte, j'envoie des mails sur LinkedIn, parce qu'on en voit plein passer. C'est vrai que comme tu as quand même pas mal d'expérience, tu en vois beaucoup, j'aimerais avoir l'opportunité de cet entretien pour avoir des tips en fait. Là malheureusement, moi je suis assez contre tout le truc, les hacks, les secrets, machin, les raccourcis, la culture du raccourci. Non mais je dis pas ça pour toi, non mais je dis ça un peu en disclaimer dans le sens il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette miracle quoi. Le travail il faut le faire, les données il faut les acquérir, le réseau il faut que tu te passes ta vie à te le faire. Malheureusement c'est comme ça que ça marche quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, typiquement nous dans ce qu'on fait, c'est ça qui marche beaucoup. C'est qu'on donne accès à ces gens-là, très early stage, accès à un réseau qu'ils n'ont pas quoi. Et nous, c'est ce qu'on se disait avec mon associé, on est un peu les gens qu'on aurait aimé avoir connus il y a 20 ans quand on avait des idées quoi. Voilà. Ah ça c'est très intéressant. C'est finalement vous le faites parce que vous avez manqué de ça. Ah oui. Ah bien sûr. Là nous ce qu'on a vu c'est il y a un trou béant dans le marché. C'est que d'un côté des investisseurs qui n'ont pas de temps, et puis donc la start-up c'est... Et qui sont peut-être sursollicités aussi par des idées qui ne sont pas toujours... Oui, et puis en plus, bêtement, c'est eux comme ils voient ça d'un point de vue financier, donc ta start-up c'est un actif qui est hyper risqué et très illiquide, donc la seule approche pour le faire c'est de diversifier et d'en prendre plein. Donc quand tu as un portefeuille de 100 sociétés, tu ne vas pas donner ton temps à chacune des 100 sociétés. Non, mais ça va être compliqué. Voilà. Il y a ça, à côté de ça, tu as tout ce qui est incubateur, accélérateur, mais ça reste... Alors déjà, je mets de côté tous ceux qui font ça pour les mauvaises raisons, mais ceux qui ajoutent vraiment de la valeur, ça reste des choses quand même destinées aux primo-entrepreneurs, pour mettre les bases de structuration, des programmes courts, limités dans le temps. La notion même c'est très court en général. Même la notion d'accélérateur, on donne un peu de financement et on te fait un programme un peu MBA style en 6 mois. Quoi. Voilà. C'est pas comme ça que tu vas scaler un business, c'est pas comme ça que tu vas accélérer un business. Voilà. Et du coup, nous, c'est un peu le problème qu'on a vraiment identifié quand on a créé notre société, c'était ça. Quoi. Et de se dire qu'en fait, on veut apporter un pool de réseau d'expérience, mais de gens qui sont là, pas pour dire on est juste là pour... mais on se retrousse les manches, on travaille avec très peu de sociétés, on est extrêmement sélectif des sociétés avec lesquelles on travaille. Par contre, on les aide jusqu'au bout. Quoi. C'est-à-dire qu'on va même jusqu'à négocier les deals avec elles, leur ouvrir les portes à l'étranger, etc. On a nos partenaires aux États-Unis. Vous les prenez vraiment par la main Encore une fois, en fait, notre degré d'implication, il est complètement à la carte. Donc soit on va rester dans un schéma assez classique d'advisor, un peu lointain, ils nous appellent quand ils ont besoin de nous, pour ouvrir des portes, etc. Jusqu'à, là on a une société qu'on est en train de cofonder, on va être actionnaire à 50% et on va s'occuper de toute la partie business, parce que c'est 2 chercheurs qui vont se focaliser sur la partie technique. Voilà. Donc finalement ça permet aux chercheurs scientifiques de pouvoir avoir une entreprise, enfin une start-up, tout en se consacrant eux à leur passion.
Alors, sans oublier qu'ils sont chefs d'entreprise. non, parce que eux, pour le coup, ils vont vraiment. L'idée, c'est qu'ils se mettent à 100% sur ce projet-là aussi. D'accord. Mais l'idée, c'est qu'ils ont bien compris qu'ils n'arriveraient pas à le faire tout seul. Voilà. Et qu'il vaut mieux avoir 50% de quelque chose qui vaut beaucoup que 100% de quelque chose qui vaut rien. Oui, parce que 50 fois 0, ça fait toujours 50. Voilà. Ça fait toujours 0. Donc, si je résume, ne pas être seul, Ouais. s'entourer, absolument. Ouais. Probablement des personnes qui partagent la même vision, Ouais. c'est mieux. Ouais. Ne pas hésiter à pivoter, ou du moins à essayer de se mettre en question et pas attendre que le mur arrive et éviter de se prendre 3 fois le mur parce qu'il ne bougera pas. Bah, si le mur, tu peux le prendre 3 fois d'affilée, si après à chaque fois tu en apprends quelque chose et que tu bouges. Pour passer à Oui, côté pas le de ce même au mur-là. moins. Ouais, pas là, Ce pas le même, serait exactement. mieux de ne pas prendre le même. C'est ça. Parce que des balles dans la figure, tu vas en prendre par contre. Oui, d'accord. Ça c'est même plutôt, alors je dis pas que c'est souhaitable, mais c'est pas inutile en tout cas. En fait, je pense que là aussi, ça fait partie des choses qui sont pas bien comprises au niveau a priori. C'est oui, je vais être entrepreneur, oui, je prends le risque, peut-être je vais échouer. Non, à 100% sûr, tu vas échouer. À un moment. À 100% sûr. Non, mais encore une fois, voilà, il faut en être conscient. La base, tu vas te la prendre et c'est comme ça que tu vas apprendre et c'est comme ça que tu vas t'adapter. Mais après, échouer ne veut pas dire que la boîte ne n'existera plus. C'est tu vas échouer dans quelque chose, encore une fois, tu pars tout sur des hypothèses qui ne sont pas validées. Ou tu es la personne la plus chanceuse du monde et tu m'as sorti une 150 hypothèses et tu es tombé juste du premier coup. Et toutes les étoiles sont alignées. Voilà, et toutes les étoiles sont alignées, ça peut arriver. Hein. Non, mais il y a des gens qui gagnent le loto, hein, donc d'avoir un truc où tu n'as aucune chance d'y arriver, ça peut arriver. Mais encore une fois, et c'est c'est comme ça qu'on travaille et je pense qu'il y a beaucoup de mauvais exemples qui donnent l'impression que c'est facile. Des sociétés qui lèvent des millions alors qu'elles n'ont rien, et du coup tu vas penser que tu vas lever des millions avec rien. Ah, il y a ce côté, moi il y a un côté qui m'énerve énormément, je les appelle les entrepreneurs Instagram. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ne travaillent jamais, qu'ils ont toujours recruté les meilleures personnes du monde, ils n'ont jamais de problème de staff, alors qu'on sait que pourtant c'est... Je ne dis pas que c'est un problème, mais c'est quelque chose qui arrive fréquemment de se tromper sur la personne. Enfin, on est des êtres humains avant tout. Et ça, par contre, on n'en parle jamais. Des problèmes de refus de financement. C'est très aseptisé et j'en vois de plus en plus sur Instagram. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et on peut parler de LinkedIn aussi, hein, parce que on peut parler de LinkedIn aussi, hein, parce que oui, ou LinkedIn tous les coachs, je sais pas quoi, tu as l'impression qu'ils vont t'apprendre la vie, mais en fait tu te demandes pourquoi ils s'appliquent pas eux-mêmes leurs conseils et qu'ils réussissent pas un business déjà quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'un coach, après voilà, je ne veux pas polémiquer, mais en général quelqu'un qui n'est pas passé par là, ou au moins un minimum d'expérience, c'est un peu plus dur. La plupart des coachs. C'est ça, non moi, le mot coach, pour moi, il est très galvaudé, en fait. Hein. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment ce rôle-là et ils le font très bien, mais ils ont un parcours qui est crédible. Et puis, il y en a d'autres qui le sont moins, mais c'est un peu partout pareil. Mais le mot en lui-même, il est porteur de beaucoup de choses négatives, ce qui devrait pas être. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté, c'est très sexy aujourd'hui d'être un start-upper. Non, mais on revient à ce qu'on disait. Voilà, et finalement, en vrai, tu bosses. Alors moi, là où je voulais aussi avoir ton avis sur les dernières minutes, c'est est-ce que être un start-upper, c'est forcément ne plus avoir de vie, ne plus voir personne, tout sacrifier, être en burn-out permanent? Non. Bah non, parce que justement, si t'aimes pas ça, si t'aimes pas ce que tu fais, et que... Oui, enfin, encore une fois, je pense qu'il y a une charge de travail émotionnel, etc. à supporter qui est très loin de ce que tu peux avoir dans ton travail normal. Ça, encore une fois, il faut juste être honnête, quoi. Après, comme il y a des gens qui font des choses dures et qui apprécient le faire. Hein. Il y a des athlètes de haut niveau qui s'entraînent comme des malades et ils aiment ce qu'ils font, quoi. Enfin, donc c'est un peu... C'est un bon parallèle, je trouve. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un peu la même démarche de se dire, encore une fois, le but c'est quoi? C'est de se conforter dans son ego qu'on est bien, ou c'est de se remettre en question pour continuer de progresser? En fait, la différence elle est là, quoi. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup appliquer, c'est de se dire finalement, en fait, et moi je vois encore comment c'est biais, moi qui suis un pur produit de l'académique et du système universitaire, comment tu as ce biais-là de se dire finalement, tu vas apprendre des choses dans ta vie jusqu'à un certain niveau, puis tu vas atteindre un niveau de maître et tu vas faire un plateau toute ta vie. Mais ça, c'est la pire chose, quoi. Oh, mais ça arrive, hein. Oui. Fréquent. Mais justement, enfin, moi c'est le contraire, en fait, j'ai envie de me dire, moi je vais être un apprenti toute ma vie, quoi. Tu vois, c'est parce que pour moi, le jour où je me dis, je suis arrivé, j'ai plus rien à apprendre, j'ai plus rien à mettre en question, c'est le jour où tu meurs, quoi. Donc finalement, là, on pourrait tenir des heures, parce que là, tu as vraiment touché quelque chose chez moi, et je pense qu'on avait déjà parlé, c'est que l'apprentissage permanent, c'est la curiosité de toute façon au sens très très vaste. Hein, pour moi, c'est l'essence même qui fait qu'on vive. Entrepreneur, pas entrepreneur, c'est que tu étais à la limite du décès, hein, si tu n'apprends plus.
Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi ça qui est nécessaire en tant que start-upper, entrepreneur, c'est d'avoir cette démarche permanente, parce que finalement, n'importe qui peut débouler sur le marché, être plus jeune, avoir plus envie, avoir une meilleure idée, et puis te piquer ta place en 30 secondes, j'exagère, mais donc il y a cette notion de tout le temps continuer à se mettre dans une posture du débutant, comme on dit, les Japonais ils disent le shoshin. Et est-ce que c'est pas ça, se regarder toujours en disant qu'est-ce que je peux apprendre, qu'est-ce que je peux mieux faire? Et en même temps, encore une fois, on revient à cette notion d'équilibre un peu instable. Il faut que tu aies un ego assez solide pour justement pas te sentir illégitime, pas machin, et tu vois. Est-ce que c'est vraiment l'ego ça? Ouais, enfin, tu veux dire, enfin, je sais pas si c'est l'ego. C'est de la confiance, en tout cas, de la certitude, je pense. Ouais, de la certitude. Enfin, tu vois, peut-être que c'est pas l'ego, je sais pas, appelle-le comme tu veux. Mais c'est ça, de te dire finalement, me faire critiquer, je m'en fous. Si les autres, enfin encore une fois, moi, voilà, j'ai les personnes autour de moi qui m'intéressent et c'est leur avis qui compte. Les autres, ça me passe par-dessus. Enfin voilà. Et ça, je pense que c'est pas la négation de l'ego, au contraire, c'est d'en avoir un qui est bien ancré. Ouais, d'être solide. Voilà, qui est pas non plus boursouflé justement pour faire tomber l'humilité, etc. Mais tu vois, donc il y a ce côté-là. C'est à la fois, il faut être humble, se remettre en question, etc. Mais il faut être sûr de soi. Voilà. Sur de l'objectif que tu veux atteindre, de ta vision. Ouais, ou même de toi, ce que t'es, je pense aussi. Encore une fois, parce que mine de rien, tu n'es pas une victime du syndrome de l'imposteur. Voilà. Et même supporter les baffes que tu vas te prendre dans la figure, supporter les gens qui vont dire mais t'es fou de faire ça, supporter les gens qui vont te dire mais ça marchera jamais, supporter d'aller voir des clients et de te prendre plein de refus avant d'avoir un. Tu vois, d'aller voir 100 investisseurs pour que le 101e te dise oui, enfin, c'est tout ça quoi. Donc. Ça, c'est intéressant. Donc la persévérance, c'est. Oui. Mais, et encore une fois, et en même temps, si tu persévères dans quelque chose qui est voué à l'échec, c'est là où c'est de la stupidité quoi. Persévérer, ça veut pas dire essayer tout le temps la même chose. Voilà. Persévérer, c'est plutôt essayer plusieurs choses différentes. C'est dans un processus itératif où tu adaptes toi-même et tu apprends à chaque fois. On va spécifier parce qu'on voudrait pas dire que le message soit pas clair. Donc la persévérance, mais pas systématiquement la même chose si elle a démontré son inefficacité. C'est ça. Mais essayer plusieurs choses. Bon, c'est hyper intéressant. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Mais merci Fabrice parce que sincèrement, c'est l'opportunité de pouvoir aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément parce qu'il faut avoir ce recul et une diversité de points de vue parce que toi, tu as l'opportunité de travailler avec beaucoup et puis tu as cette casquette chercheur et en même temps le côté business. C'est pas un gros mot, ça n'est plus un gros mot. Non, je le dis même bien maintenant. Ça n'est plus dit un gros mot. Aujourd'hui, avec Monaco Foundry, votre objectif, c'est quoi? Je voudrais juste, du coup, on conclut en parlant un peu plus rapidement. Je ne veux pas non plus te faire une dissertation, mais votre objectif? L'objectif avant tout, c'est de se dire, c'est qu'il y a plein de super technologies qui sont en train de végéter sur les étagères dans des universités ou ailleurs, et qu'on a envie de les transformer en succès commerciaux, quoi. Parce qu'on est convaincu de l'impact que ça peut avoir sur la société. Voilà. Donc vous cherchez vraiment des technologies qui peuvent avoir un impact positif. Ouais. C'est hyper important pour vous. Alors voilà, on va pas faire que de l'impact ou que des énergies. Non, mais quand je dis mais impact positif, c'est pas forcément environnemental. C'est sûr qu'une société qui a un modèle économique un peu de prédateur, voire un peu. Voilà, c'est sûr qu'on va passer notre chemin sans même réfléchir. On aimerait juste travailler qu'avec des sociétés qui laissent le monde dans un meilleur état qu'elles l'ont pris, quoi. Voilà. Pour faire simple. Voilà. C'est déjà une très. Et en fait, c'est là-dessus où avec mon associé on est tombé super d'accord rapidement sur la vision qu'on avait, c'est de dire finalement on veut travailler qu'avec des sociétés qu'on aurait pu cofonder nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'on est quand même passionné par le produit et par encore une fois cet impact, etc. qu'il peut avoir. Alors c'est sûr que lui vient de la pharma, moi j'ai des dispositifs médicaux, donc on a une grosse thématique santé dans les sociétés avec lesquelles on travaille. Mais pas que. Et l'autre chose que cela veut dire, c'est qu'en fait, on veut être complètement en phase avec les fondateurs sur le plan humain et sur le plan dont ils envisagent le business. Donc clairement, une super techno, un super brevet, mais des fondateurs et qui ne s'accole pas, ça se fera jamais. C'est de l'arrogance, etc., c'est mort. Et généralement, c'est ce qui est rigolo, c'est ça, c'est qu'on a un modèle qui est quand même, on va dire, qui a des conséquences, parce qu'en fait, on se lie avec les sociétés avec lesquelles on travaille à la vie et à la mort, en fait, c'est vraiment ça. C'est risqué, c'est très risqué. C'est risqué pour nous, parce que... Ah oui, je parlais pour nous, en fait. Pour nous, c'est risqué, parce que cette partie de notre modèle économique, c'est forcément du long terme, et qu'en plus, contrairement à tous les autres qui font du volume, nous, on travaille avec peu de sociétés. Voilà. Donc on n'a même pas cette partie, on va dire, diversification du risque,
Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on choisisse bien. Et c'est risqué aussi pour eux, parce que mine de rien, c'est une partie significative de leur société qui nous donne, in fine. Et en fait, c'est ça, c'est à la vie et à la mort, quoi. Du coup, on se battra pour leur société comme si c'était la nôtre, parce que ça l'est. Vous êtes très solidaire et vous êtes très. Voilà, vous battez vraiment pour oui. vous considérez que vous faites partie. C'est personnel, c'est personnel, encore une fois. Nous, on ne veut pas prendre des parts dans des sociétés pour devenir partenaire silencieux et se dire ils se débrouillent, et puis un jour, s'ils vendent, on sera content, quoi. Vous n'êtes pas juste un associé, vous n'êtes pas juste là pour faire beau, pour Non, on rentre vraiment, on se retrousse les manches, on aide vraiment les sociétés à construire parce que c'est des choses qu'on a déjà fait et qu'on pense qu'on a quelque chose à apporter là-dessus, quoi. Voilà. Et qu'on a accès à un réseau de personnes qui n'ont pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel? Non, mais tu as dit très justement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était le cas aussi à Monacotech, de me dire, je travaille avec plusieurs projets en parallèle, donc déjà dans ce que moi ça m'apprend, rien que ça, c'est juste formidable. Là, encore plus de me dire finalement, à la fois les gens avec qui je travaille, à la fois que ce soit de mon équipe ou des sociétés, c'est des gens que j'ai choisis à 100% d'un commun accord avec mon associé, et voilà. Donc ça, pour moi, c'est le plus gros luxe de la vie, vraiment. Je partage complètement cette opinion. Voilà, et après, non, c'est une super aventure, ça c'est sûr. Hein. C'est humainement, voilà. Les gens. Toi, tu te couches le soir, t'es heureux. Ouais. Si ça veut pas dire que tout est parfait, qu'il n'y a jamais de. C'est pas du tout ça. Non, surtout que, encore une fois, ce qui est vraiment très dur, et nous on le voit nous-mêmes, c'est que finalement, tu as envie d'aller très vite, mais en même temps, il faut que tu prennes le temps de te structurer. Et c'est ça qui est compliqué. Généralement, c'est pas jamais un long fleuve tranquille et une croissance bien exponentielle, etc. Ça se fait souvent par paliers, avec quelques heures. C'est du stop and go. Ouais. Et puis voilà, et te dire que finalement, tu es beaucoup ralenti aussi dans ce que tu fais par rapport à des contraintes administratives, entre autres, etc. C'est vrai que c'est. Et te dire que voilà, il y a des choses qui sont encore en suspens, alors tu aimerais que tout soit finalisé et bien carré. On aimerait que tout aille aussi vite que la pensée, en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est juste. Ça fait partie. Mais je pense qu'encore une fois, je pense qu'on en revenait à l'état d'esprit entrepreneur. Je pense que ce qu'il faut aimer en tant qu'entrepreneur, c'est résoudre des problèmes, en fait. Si tu as un problème et tu es en train de dire oulala, qu'est-ce que je vais faire, et je ne vais pas te dire que ça m'arrive pas des fois. Hein. Des fois, non, mais dis-le moi, parce que sinon je te croirais pas. C'est évident. Je ne vais pas te jouer le truc de moi, c'est tout parfait, c'est génial. Et voilà. C'est évident. Il y a des moments où j'ai pas envie de me dire il faut que je rappelle un tel machin parce qu'il faut que je résolve ce problème, etc. Moi, je te remercie de ton honnêteté parce que je vois parfois tu sais, quand tu fais ces networking, la networking, où tu demandes, et alors ça, tout est nickel, tout est impeccable. D'ailleurs, le nombre de personnes que j'entends qui me disent le Covid, mais super, mais alors nous, nickel, on n'est pas impacté. Alors qu'en fait, je pense que plus ou moins tout le monde connaît des hauts et des bas, alors peut-être pas aujourd'hui ou peut-être pas hier. Mais tout parfait. Dans la crise économique qui s'annonce déjà. Non, mais bien sûr qu'il y en a qui s'en sortiront mieux, mais voilà. En fait, c'est marrant, mais pardon. Un peu de recul, un peu d'humilité. On est un peu tous dans la même galère. Tant mieux s'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, mais il ne faut pas la surjouer non plus, je crois. Non, mais le côté, voilà, tout est super bien. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est que de l'apparence. Et justement, je pense que ces gens-là, ils ont avant tout besoin de se rassurer eux-mêmes en faisant ça. Voilà. Et après, pour parler du Covid en particulier, je pense que, moi, je le vois. Je pense qu'il y a vraiment deux réactions assez extrêmes. Vraiment, moi je le vois vraiment avec les personnes que j'interagis. Tu as vraiment ceux qui, vraiment pour le coup, moi je vois dans le boulot, après dans ma vie perso, etc. Oui, pas trop à plaindre, hein, mais ça m'a impacté. Et dans le boulot perso, nous, ça ne nous a pas trop. On a travaillé un peu, vu qu'on travaille beaucoup avec l'étranger, avec les gens étaient plus disponibles pour faire des conf calls. Finalement, ça n'a pas arrêté l'activité en tout cas. Et on a vu d'autres gens pour qui c'est à peu près le même cas. Et après, moi je vois d'autres gens, même ne serait-ce que des associés qu'on a dans notre boîte qui ont leurs autres activités, pour qui c'est l'arrêt complet et c'est la catastrophe, quoi. Voilà. C'est sûr que les gens qui travaillent dans l'événementiel, dans le trafic aérien et compagnie, voilà. Ça je comprends. Mais je pense qu'ils n'essayent pas de dire que tout est parfait. Normalement. Ou alors vraiment ils sont très malhonnêtes, même avec eux, et particulièrement avec eux-mêmes. Écoute, je te remercie, Fabrice. Je vais savoir si tu avais un petit mot de la fin à partager ou un conseil ou peut-être ta devise ou je sais pas si tu en as une, hein, d'ailleurs tu n'es pas obligé d'en partager une parce que nous les personnes qui nous écoutent sont particulièrement des entrepreneurs, alors pas forcément des start-upers, mais je pense que
comme on va présenter, ça devrait attirer quand même des personnes qui sont ou des chercheurs ou des futurs start-upers. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu vois une tendance? Est-ce que par exemple, est-ce que c'est un bon moment pour se lancer ou de toute façon, oui. ce sera jamais En fait, il y a deux choses. Je pense qu'avec justement aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont perdu leur travail et qui se demandent ce qu'ils vont faire, etc. Ça Clairement. peut être voilà. Je pense qu'aussi ce qui fait que c'est la mode des startups aujourd'hui, c'est que mine de rien, ça n'a jamais été aussi facile de monter un business et voire de se planter. Vite. Mais c'est sûr que tu faisais une marketplace dans les années 2000, il fallait que tu achètes tes serveurs et que tu les montes toi-même, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et puis moi je pense vraiment c'est cette idée d'esprit d'entrepreneur. Tu n'es pas obligé d'être un start-upper pour l'avoir justement. Et c'est vrai que pour en revenir à ta question, je m'en veux d'avoir rebondi là-dessus, c'est vrai qu'il y a cette notion d'intrapreneur qui est vachement intéressante et que nous on essaie de développer justement. En fait, quand on approche. Alors est-ce que, en général les gens savent ce que c'est, mais je voudrais juste que tu expliques dans 2 secondes ce que c'est intrapreneur. Moi je le sais, mais peut-être des personnes qui écoutent ne le savent pas. En fait, c'est d'appliquer cette mentalité, cette volonté d'entrepreneur de changer les choses au sein d'un groupe. Voilà, D'accord, donc on est salarié dans un salarié, voilà. Mais on monte un projet, on va dire en mode start-up à l'intérieur de l'entreprise. C'est ça. Donc ça, c'est un moyen d'innover. Pardon. Et donc si je suis salarié mais que j'ai une idée... Mais généralement, c'est ça qui coince aujourd'hui. C'est que tu vas parler à ton mid-management et ça va jamais aller plus haut, quoi. Ah, d'accord. Et après, encore une fois, là, je caricature un peu, mais après, ça va dépendre de la culture de l'entreprise dans laquelle tu es. S'il y a des choses qui sont mises en place, il y en a pour qui c'est le cas. Et généralement, nous, les sociétés avec lesquelles on travaille, les grands groupes avec lesquels on travaille, c'est ce qu'on leur propose, en fait, de faire quelque chose d'hybride, d'à la fois de développer un côté accélérateur corpo, faire venir des entrepreneurs, faire venir, etc., mais à la fois développer le côté intrapreneur, pour faire remonter ces idées du terrain, parce que généralement, c'est les gens du terrain qui connaissent le terrain. Et que généralement il y a un peu un vrai gap jusqu'à... Il y a un vide entre les deux. Il y a un vide. Donc c'est de mettre ça et de faire un peu aussi cette fertilisation croisée en termes de culture pour que justement ces entrepreneurs favorisent ce côté intrapreneur. Voilà. Donc toi tu penses qu'aujourd'hui ce serait le moment ou jamais qu'on mette ça en place? C'est le moment ou jamais qu'on mette ça en place. En termes de grands groupes aujourd'hui, il faut investir pour assurer son futur. C'est vraiment, je suis convaincu aujourd'hui, c'est pas en s'abordant le budget innovation. Pourtant, je lisais encore ce matin un article où ils coupent les budgets innovation dramatiquement. C'est ceux qui vont mourir en premier. Hein. Voilà. Je ne citerai donc pas l'entreprise dont j'ai lu l'article ce matin. Non, après ça dépend. Encore une fois, je reviens à ce que je dis au début, tu n'es pas obligé d'innover. Juste arrête de raconter la messe si tu n'innoves pas. Voilà. D'accord. Moi, c'est juste l'hypocrisie qui me dérange. Mais voilà, après tu peux avoir ton mode de fonctionnement qui marche très bien, post-Covid, et continuer sans innover à avoir quelque chose de rentable et avoir des actionnaires contents. Et si je suis salarié ou que malheureusement je perds mon emploi, est-ce que tu penses que on peut se lancer maintenant ou c'est vraiment pas la bonne? C'est comme avoir un enfant, quoi. C'est jamais le bon moment. Et si tu attends le moment idéal pour faire les choses, tu ne feras jamais rien. Ça n'arrivera jamais. Voilà. D'accord. Covid, pas Covid. On est en phase, hein, clairement. Mais c'est vrai que souvent j'entends non mais là c'est le pauvre, c'est pas le bon moment de se lancer. Alors peut-être c'est pas le bon moment de lancer une société événementielle, mais j'ai envie de te dire, si on renouvelle, si on révolutionne, si on invente une nouvelle façon d'aborder ce marché, pourquoi pas? C'est ça. Parce qu'il y a des codes sur ce marché, il y a des choses à faire. Après je ne dis pas que j'ai la solution, mais je dirais presque pourquoi pas. Après c'est pas pour ça que ça va être facile et que ça va marcher. Non, non, mais je pense qu'il y a nulle part où c'est très facile. Non. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est que finalement il y a un énorme problème aujourd'hui, sauf que tu peux choisir de le voir comme une opportunité. Exactement. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi. Je suis ravie parce que on s'est vraiment couru après. Ça fait des mois qu'on essaye de faire cette interview. Effectivement, c'est le Covid qui a ralenti. Donc je suis contente que déconfiné, on ait réussi à le faire. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour faire un résumé de ce podcast, voici les principales idées à retenir. Tout d'abord, le leadership est l'élément le plus important, encore plus important que la vision elle-même. Les suiveurs adhèrent au leader avant même d'adhérer à la vision. L'enjeu principal dans l'innovation, c'est d'aller vite dans l'exécution, c'est-à-dire dans la mise en place, la concrétisation de cette innovation. Rien ne sera jamais parfaitement prêt, mais il faut passer à l'action le plus rapidement possible. Par ailleurs, on a insisté sur le fait qu'on ne réussit pas seul. Il est nécessaire de savoir bien s'entourer. C'est d'ailleurs sa capacité à s'entourer des bonnes personnes qui est déterminante.
Il est par ailleurs nécessaire de se remettre en question en permanence et de rester dans un processus d'apprentissage. Le marché évolue vite et sans se questionner souvent et sans rester en perpétuelle veille, on risque de se faire dépasser très très rapidement. Enfin, un message que nous voulions être clair et sur lequel Fabrice a insisté, l'innovation n'est pas réservée aux startups. Les PME et les grandes entreprises peuvent développer cela grâce à l'intrapreneuriat. Une approche hybride est la voie. Pour réussir, les grandes entreprises doivent faire appel à des acteurs qui comprennent l'innovation pour notamment les aider à faire évoluer leur culture. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un avis positif sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci beaucoup et à très bientôt.